C'est juste que dans la médecine, il y a aussi toute une partie de l'apprentissage de la médecine. Non. Oh merde. Rien? T'as rien du tout? Non. Ah, c'est chaud. Oh putain. Salut Charlotte. Salut, ça va? Pourquoi tu fais l'accent parisien? Mais j'ai dit salut Charlotte. Je sais pas, j'ai l'impression que t'avais un petit an. D'ailleurs, je sais pas si c'est l'accent parisien. Mais tu sais que ça m'obsède le Dis truc. bonjour. 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 Est-ce que ça vous obsède aussi le truc des accents? Genre le fait de penser que quand on est de Paris et qu'on fait pas le truc des ans à la fin des phrases, bah les gens ils pensent qu'on n'a pas d'accent. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Genre en gros, moi je me suis toujours dit, moi je me suis toujours dit, les gens qui viennent genre de Marseille, moi j'entends leur accent comme étant un accent, et eux ils entendent mon accent comme étant l'accent parisien. Oui. Et en fait, j'ai déjà demandé à des gens, et non. Mais ça, c'est à cause de la normalisation de l'accent parisien, et genre que les gens qui n'ont pas un accent parisien, on leur dit ah t'es un plouf, faut que tu changes et tout. Oui, mais du coup, on a opprimé les gens qui venaient des régions. C'est du colonialisme à l'échelle de la France. Voilà. Mais du coup, genre. Mais si, il y a l'accent pointu. C'est que nous, on parle un peu comme ça, skip. Oui, mais moi je me rappelle que avec les gens du Québec, et bah le. Ah bah eux, on a un accent pour eux. Bah non. Mais si, bah, ils parlent comme ça exprès quand on parle. Mais parce que c'est pareil, eux ils appellent ça... Les gens du Québec, est-ce que vous trouvez que les gens français, ils ont un accent? Bah c'est normatif pour eux, donc c'est littéralement dans le nom, genre c'est la norme, tu vois. Ils ont l'impression qu'on a rien de particulier, tu vois, que c'est le truc c'est pas chantant, il n'y a pas d'accent, tu vois. C'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. C'est vrai. J'ai vraiment hijack cet épisode. Enfin, bon, bref, bah du coup, de quoi tu me parles? Allons-y, quoi. Enfin, surtout que c'est pas gay, donc ce que je vais dire, je viens de me rappeler. Ok, c'est parti. C'est parti? Tu m'as pas répondu à ma question de quoi tu me parles, n'est-ce pas? Oui, je vous parle de la... Pas vraiment de la surcharge des urgences, mais de la surcharge des urgences. Vas-y, parce que là... de l'urgence, de la conséquence de la surcharge. Ouais. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes, un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Cet hiver, on a encore eu droit au traditionnel reportage des JT sur la surcharge des urgences, la saturation des services hospitaliers et la pénurie de soignants. Les années passent et se ressemblent. Bon, en gros, là, je vais vous balancer des chiffres sur les urgences que vous connaissez certainement déjà, mais je pense que ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Déjà, dans un reportage d'il y a 5 ans, juste après le Covid, chaque année, il y avait 180 000 personnes qui passaient la nuit sur un brancard aux urgences au lieu d'être soignées, ce qui entraîne évidemment la surmortalité. Il y a aussi le fait qu'il y a de moins en moins de médecins, donc en 2025, la France a perdu un quart de ses médecins depuis 20 ans. Or, la population française, elle augmente et en plus elle vieillit. Il n'y a plus d'obligation de garde des médecins depuis une réforme de 2002. Et il y a aussi le problème de fréquentation des urgences parce qu'on n'a pas de médecin. Et donc en fait, il y a 43% en 2017 selon un rapport du Sénat des passages aux urgences qui relèvent d'une simple consultation médicale. Et en 20 ans, de 95 à 2015, la fréquentation des urgences a doublé. En 2017, on estime qu'il manquait 25% de médecins hospitaliers à plein temps en médecine d'urgence. Et depuis janvier dernier, donc là je vous parle de cette année précisément, les appels au 15 ont bondi de 30%. Dans certains hôpitaux, le nombre de patients a été multiplié par 3, ce qui a eu pour conséquence de déclencher le plan blanc, qui en gros réorganise les services hospitaliers en fonction d'une crise et d'une saturation des services qui là en l'occurrence était due à la grippe. Et donc on en oublierait presque que c'est pas normal en fait de s'habituer à vivre en crise tout le temps. Normalement une crise c'est ça, un état anormal qui dure une période. Une période qui fait donc qu'une crise on la repère en ce qu'elle diffère de la normalité. Alors dans cette chronique, je vais pas vous réexpliquer pour la millième fois qu'on a un très gros souci dans l'organisation de notre système de soins et de santé, mais simplement j'aimerais me poser avec vous sur les conséquences que cet état d'urgence permanent a sur nous, sur nos capacités collectives à nous régénérer, à prendre soin les uns des autres, et pas dans un mood de développement personnel un peu nul, mais vraiment sincèrement d'un point de vue très politique. D'abord pour vous donner un peu de contexte, ces derniers temps, le médical a pris beaucoup de place dans ma vie alors qu'il m'avait jusqu'ici relativement épargné.
À l'été, je passe vite sur les détails, mais mon papa a appris qu'il était en gros atteint d'une anomalie, un truc bizarre à la moelle osseuse qui peut et va peut-être dégénérer en cancer. Ensuite, je me suis prise de passion, ça c'est un hasard, mais avec des années de retard sur l'entièreté de la population, pour la série Grey's Anatomy, qui, même si je me doute que c'est bien enrobé, m'a appris plein de trucs sur le quotidien d'un service d'urgence et m'a permis de mettre en perspective mon rapport au crade, à la douleur, bref, à tout un tas de réjouissances qui font bel et bien partie de nos vies à un moment ou à un autre. Et puis, en décembre dernier, mon grand-père de 86 ans est entré à l'hôpital suite à une mauvaise chute, obligeant ma grand-mère et tout un réseau de solidarité de se mettre en place et de lui apporter tout l'amour possible pendant cette période compliquée. Au moment où j'écrivais cette chronique, j'écrivais qu'il était depuis quelques jours admis en soins palliatifs, ce qui nous avait plongé dans un univers qu'on découvrait ma famille et moi. Et à l'heure où on tourne cet épisode, mon grand-père nous a quittés. Et ses funérailles ont d'ailleurs retardé la sortie de cet épisode. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une semaine de trou dans notre planning. Donc je lui dédie cet épisode-là qui parle de toute cette période qui m'a fait beaucoup réfléchir sur notre rapport au temps et aux urgences et à la santé. Et pour finir, conséquence probable de la lourdeur ambiante autour de moi et du surmenage que j'ai soigneusement appliqué pour fuir un peu ces réflexions que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, j'ai fait il y a de ça quelques semaines une très violente crise de vertige qui m'a complètement paralysée, qui m'a humiliée à plein d'égards et qui m'a confrontée surtout à la vulnérabilité d'un corps qui dévie de la trajectoire parfaite alors que le système autour de nous nous désapprend constamment la solidarité. Une seule chose pour moi à retenir de tout ça, c'est que être ensemble, en fait, ça s'apprend. Et c'est pas juste un bonus dans notre vie sociale, mais c'est bien une nécessité absolue si on veut être un peu résilient, et il faut qu'on le soit. D'abord, toutes ces différentes situations extrêmement difficiles, donc auxquelles il vaut mieux réfléchir avant qu'elles se présentent au lieu de les fuir, je vous apprends rien, elles m'ont fait prendre conscience de manière assez violente du point auquel on a appris à fonctionner seul. Seul avec de l'argent, loin des tissus sociaux qui ont permis, et ça c'est prouvé, à notre espèce de survivre. On s'accoutume de trucs assez inadmissibles, comme le fait de compter sur un praticien qu'on va largement et grassement rémunérer pour s'occuper de nos cas, plutôt que de solliciter l'aide de nos amis dans des moments de vulnérabilité, de saleté, etc. On s'habitue à vivre à des kilomètres de nos familles, à se raccrocher à l'idée qu'on foutra les vieux en EHPAD en cas de problème. On prend sur nous au repas de Noël ou aux annives, et puis on repart s'enfermer dans nos cocons de solitude en appelant ça du temps pour soi. Le temps pour soi c'est cool, et le temps pour les autres, il nous devient de plus en plus étranger. On ne sait plus comment s'y prendre. Je tiens la main de papy pour ces derniers instants et je me sens gauche. Et je sais bien qu'on doit se sentir gauche tout autant qu'on est face à nos fragilités respectives et à ce temps si éphémère qu'on a pour nous sur cette petite planète, parce que tout ça est quand même un peu absurde, mais c'est quand même terrible de pas savoir où se foutre quand on est rappelé à la vie très concrète et à comment elle se déroule au fur et à mesure du temps qui passe. Face aux sachants, face aux médecins, nos intuitions, nos envies de rester au lit ensemble, collés à panser les plaies, elles s'effacent. On se sent impuissant, on se sent inculte, on appelle le docteur, on lui remet tous nos désapprentissages entre les mains, exit les remèdes de grand-mère, les mots doux, les lits à la maison, les grands amours qui vont au-delà de l'inconfort et du tourbillon quotidien. Alors bien sûr, je vous raconte les intuitions que j'ai eues pendant ces derniers mois surmédicalisés autour de moi, mais je respecte infiniment nos soignants, et d'ailleurs les aides-soignantes et infirmières au féminin, parce que c'était le cas, ont aussi bien soigné mon papy que ses chirurgiens, et ce sont elles qui avaient pensé à lui mettre de la musique douce qu'il aimait dans sa chambre quand son visage se contractait d'angoisse pendant ces derniers jours. Alors je respecte infiniment ce travail si malmené, ces connaissances précises, affûtées par l'expérience comme rarement, ainsi que ces prises de décision que personne d'autre n'est capable de subir. Mais ce que je voulais vous dire avec cette chronique, c'est aussi qu'il est grand temps d'apprendre à nous organiser par nous-mêmes, de se tourner vers nos proches, de forger nos liens, surtout dans les moments difficiles, de pas les laisser s'effilocher pour savoir être entouré d'autres choses que de machines à l'heure où il y en a besoin, d'arrêter de tout pathologiser et de respecter que la vie a aussi des pannes et des moments étranges. Il est aussi temps pour nous de nous former, d'apprendre, de croire en nos capacités à nous soigner, sans pour autant, je répète, exclure tout ce qui est médical et rationnel de ce que je raconte là. Et la présence, le soulagement que nous procure quelqu'un qui a les bons mots, le respect et la dignité avec lesquels les nôtres nous traitent, sans gêne, sans malaise, sans inconfort, sont autant de soins que l'on se doit, en fait, les uns aux autres. Et je crois qu'au fond, ce que cette crise du système de santé nous a le plus enlevé, c'est bien cette capacité à ne pas avoir besoin de lui.
Ce que je nous souhaite, c'est donc d'arrêter d'attendre de nous et des autres le minimum syndical, le médiocre et le soutien de façade convenu et distant, parce que ça sauve rien à part les meubles. Je nous souhaite de prendre soin de notre rapport à l'urgence, de toute urgence. Prenons soin les uns des autres. Oui. Non, mais en vrai... Non, mais je sais pas si c'était clair dans ma chronique, peut-être pour lancer la discussion, mais en gros, enfin, j'ai dit 15 fois, donc je pense que c'est clair, mais sans dire que les médecins sont des affreux gens qui privatisent la santé et qui se font de l'argent sur ça, je pense que ça peut cohabiter, en fait, le fait de respecter la science, de faire confiance au système de santé et au personnel soignant, mais aussi de pas complètement se laisser bouffer par ce système-là, en fait. Et en fait, c'est pas parce que on a un rendez-vous chez un soignant ou que on va foutre quelqu'un dans un lit d'hôpital qu'en fait les proches, le rapport au quotidien, le rapport au foyer, etc. doit complètement disparaître. Et j'ai l'impression qu'on n'est tellement pas formé à ça que ce qui a été presque le plus dur ces derniers mois, pour moi et peut-être pour ma famille, enfin j'en sais rien, je parle pour moi en tout cas, ça a été vraiment d'être confronté au fait que on a tellement l'habitude de laisser le médical gérer que là c'était les derniers instants. C'est la question. Donc en fait on se disait bien que attends, il y a un problème, il faut que nous on soit là, il faut qu'on se mobilise, mais en fait où est notre place, comment faire, comment respecter la personne qui souffre, si elle veut plus de médical ou pas, c'est aussi ses choix. Mais je trouve que je me suis vraiment sentie confrontée au fait que du coup le fait d'être dans une chambre d'hôpital avec quelqu'un qui est mourant en l'occurrence, ça met tout le monde mal à l'aise, pour plein de raisons différentes, mais aussi parce que en fait on délègue tout ce qui est pas beau à voir, on se dit que c'est pas à nous de gérer en fait, alors que si. C'est ça en fait, ça a rien à voir avec les médecins en tant que tels. Ce que tu dis, ça a beaucoup plus à voir avec nous, comment on pense ces sujets-là, comment on s'organise pour être capable de les traiter collectivement, ou dans l'intimité, etc. Parce que les médecins, en plus a fortiori ceux auxquels on a affaire, dans la plupart du temps, finalement c'est, il y a un ordre des médecins, il y a des syndicats de médecins et tout, qui luttent pour des trucs politiquement et tout, avec lesquels on est d'accord ou pas d'accord. Mais globalement, les médecins, c'est quand même genre, je sais pas comment dire, surtout les médecins du quotidien, quoi, qu'on voit, ou les urgentistes. En fait, ceux auxquels on a le plus affaire, c'est aussi des gens qui font des choix de carrière qui sont vraiment pas faciles, qui sont eux aussi en sous-effectif, même si c'est pas le petit personnel soignant, mais qui eux aussi galèrent, qui sont dans des métiers de lien avec les personnes en fait. Et qui, mais en fait, je pense que le lien que ça a avec les médecins, c'est que en fait, on devrait faire ça naturellement, on devrait savoir que c'est important de faire ça et de garder des trucs de solidarité dans ces moments-là, y compris quand il y a aussi des médecins qui sont impliqués. Mais là, ça va aussi devenir extrêmement nécessaire et presque vital, justement parce que de toute façon, le système de santé professionnel est complètement cassé. Donc en fait, là, on s'est rendu compte aussi que... Pour moi, c'est... vas-y. Non, mais on s'est rendu compte aussi que... typiquement pour raconter un peu comment ça s'est passé dans ma famille, mon grand-père était hospitalisé pendant un long moment à 1 heure de route de chez ma grand-mère qui veut plus conduire sur ce genre de distance, notamment la nuit, le soir, etc. C'était l'hiver, donc comment faire en fait pour qu'elle puisse aller voir mon grand-père? Est-ce que du coup on doit lui dire de se reposer et mon grand-père est tout seul? Et en fait ça a posé toutes ces questions qui ont un lien profond avec le fait qu'il n'y a pas de médecin près de chez eux, et du coup toutes les questions sont un peu mêlées, mais le seul truc qui ressort, c'est qu'il y a vraiment la nécessité de pas juste se reposer sur les institutions qui sont censées nous protéger. C'est là où je voulais en venir, c'est de dire que du coup c'est pas les médecins qui s'accaparent la médecine, c'est aussi beaucoup la société telle qu'on l'a organisée. On se trouve dans une posture où on nous délègue, c'est ce que tu dis, les antagonistes que tu dis depuis tout à l'heure, on délègue à la santé, quoi. Et je pense qu'il y a au monde professionnel de la santé, je veux dire. Et je pense qu'il y a plusieurs... il y a la question de prendre soin les uns des autres et d'apprendre à regarder aussi le sale et tout qui sont... le sale, le difficile, la fin de vie, l'agonie, tout ça, en face, et d'être capable de le prendre en charge. Et ça, c'est un truc presque... qu'il faut qu'on se réapproprie culturellement, parce qu'on a tellement mis beaucoup à distance. Après, ça dépend de chacun et tout. Mais il y a aussi, pour moi, un rapport à la médecine... peut-être là, je m'éloigne un tout petit peu aussi de ce truc sociétal, mais
il y a un truc aussi où je trouve que moi j'ai travaillé un tout petit peu dans l'univers médical, mais en tant que comédien, donc vraiment rien à voir, mais du coup ça m'a permis de côtoyer un peu cet univers-là et aussi des étudiants en médecine et tout machin, et je me suis rendu compte que moi-même j'avais un rapport à la médecine qui était ultra déconnecté de tout le reste du réel, quoi. C'est-à-dire je suis en mode, ah ça c'est mon corps, c'est un peu obscur, quoi, tout ce qui se passe là-dedans, c'est tellement compliqué, les gens ils font 10 ans d'études, donc de toute façon j'ai aucune prétention à savoir ce qui se passe dans mon corps et je pourrais jamais le faire, et du coup je trouve qu'on a ce truc là aussi de beaucoup se tourner en permanence vers les médecins et tout, qui évidemment que c'est aussi un bon réflexe, hein, et que c'est très très important d'avoir des gens qui sont sérieux sur le sujet, qui sont sachants, qui peuvent faire des diagnostics précis, parce que de fait c'est ultra complexe, la médecine et le corps humain, mais je pense qu'on pourrait aussi se réapproprier un petit peu une certaine logique, parce que moi ce dont je me suis rendu compte aussi en travaillant dans cet univers, c'est que en réalité ce truc là c'est genre une espèce de machine, et il y a quand même beaucoup de choses. En fait, c'est très logique aussi la manière de fonctionner de notre corps. Alors, bien sûr, il y a des pathologies qui ne le sont pas, et voilà, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, mais il y a un truc qu'on pourrait aussi se réapproprier, une forme de savoir médical, au moins, genre pour des trucs de base, ou pour avoir des intuitions, et pour ne pas être complètement dans le schwartz, c'est-à-dire il faut absolument qu'un médecin venir voir tout ce que j'ai, alors qu'on pourrait, c'est ça, avoir des réflexes, des intuitions, et du coup être là aussi les uns pour les autres, avec bien sûr, et ça serait toujours, avec des avis de médecins aussi. Hein, Puis il y a deux trucs aussi, il y a aussi ce truc que je disais vite fait de genre tout pathologiser, et je trouve que ça a un lien aussi, c'est-à-dire que dans notre environnement, on va dire normal, neutre, on ne prend en compte que des corps qui sont parfaitement valides et dans la norme. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'il y a un corps, mais je sais pas, on fonctionne pas tous pareil, donc parfois tu peux avoir un dysfonctionnement, quelque chose qui va pas ou quoi, sans que ça soit forcément une maladie qui va devoir nécessiter une prise en charge et tout. Déjà, c'est à chacun de réfléchir qu'est-ce qu'on veut prendre en charge, de quelle manière, c'est aussi des droits qu'on se retire en considérant qu'on n'a pas de libre arbitre et d'esprit critique. Bien sûr qu'on sait pas tout, mais il y a aussi ce truc-là, du coup, de tout de suite le sortir du domaine du quotidien, etc., en disant « Ah bah c'est une maladie ». Donc à partir de ce moment-là, personne ne peut rien dire dessus. Et par exemple, moi, quand j'ai eu ma crise de vertige, j'ai vu en urgence un ORL qui était extrêmement... comment dire ça autrement ? C'était une grosse merde, en fait. Et en fait, heureusement que j'avais eu des retours d'expérience, parce que j'ai eu le réflexe, parce que je suis comme ça, et d'en parler sur les réseaux sociaux, et du coup d'avoir beaucoup de gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit comment ça s'était passé pour eux, qui m'ont conseillé de faire tel ou tel truc. Et bien sûr ça peut être des bons, des mauvais conseils et tout, faut pas non plus être en mode on peut se passer des médecins, etc. Mais n'empêche qu'il y a certains médicaments que j'ai trouvés en pharmacie, certaines positions que j'ai prises, etc. à ce moment-là, qui m'ont énormément aidé. Et si j'avais pas eu ça, c'est le médecin en question ne m'aurait pas aidé. Et si j'avais mis toute ma confiance et tout mon espoir dans ce médecin-là, j'aurais été dans une merde profonde. Mais ça, c'est l'autre facette du truc dont je parlais tout à l'heure, de un peu tout déléguer. C'est en fait, du coup, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on considère que les médecins sont des espèces de super-héros qui savent les choses sur notre corps que nous, on ne sait pas, et du coup, on leur délègue tout, y compris notre confiance, alors que les médecins, comme n'importe quel corps de métier, c'est des êtres humains où il y a des gens très mauvais, très incompétents, et des gens super, tu vois. Oui, je sais pas comment dire, pas très incompétents en tout cas. Non, bah si. Oui, si, incompétent, ouais, bien sûr, de ouf. Parce que, en gros, l'histoire, c'est que le gars a dit que t'avais rien, alors que t'avais un ressenti particulier, et après, oui, et puis du coup, bref, peu importe, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est juste que dans la médecine, il y a aussi toute une partie de l'apprentissage de la médecine. Non. Oh merde. Du coup, ce que je disais, c'est que dans l'apprentissage de la médecine, il y a aussi tout un pan qui est genre le rapport au patient. Demander par exemple au patient si je sais pas, si à la fin de la consultation il a l'impression qu'on a apporté les bonnes réponses, ça c'est des trucs de base et tout machin, mais je pense que ça c'est aussi un champ qui progresse de plus en plus dans la médecine, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques justement de la médecine, notamment sur le rapport que les médecins hommes peuvent avoir aux femmes, tu vois, ou même sur des catégorisations quasiment racistes ou sexistes de certaines maladies et tout, et que là on avance beaucoup en fait sur la question du soin plus que la question du diagnostic, mais du coup c'est pour ça, juste c'était pour expliquer le truc de dire incompétent. Ça se trouve l'ORL que tu as vu en termes de connaissance de l'oreille interne et tout, il est très fort, mais c'est un médecin incompétent parce que sur le rapport au patient en fait il a apporté aucune réponse, et juste tu te sentais plus mal en sortant qu'en arrivant. Oui, et c'est autant une compétence.
Enfin, Oui. genre, oui, il est incompétent, quoi. Enfin, Oui, mais c'était juste pour préciser ce Oui, truc. oui, mais du coup, il y a aussi, enfin, comment dire, il y a aussi le fait que il faut aussi désacraliser justement ce rapport aux médecins, dans le sens pas pour dévaloriser leur travail ou dire qu'on va pas les croire ou je sais pas quoi, mais juste pour, quand on est confronté à des mauvais médecins, parce que oui, ça existe, quand on se retrouve dans le cabinet, ne pas être complètement démuni en se disant que en fait la personne en face de nous est forcément, en sait tellement plus que nous que du coup toutes nos intuitions sont invalides. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Voilà. Voilà. Donc prenons sur les uns des autres, quoi. Voilà, c'est vraiment Jesus Christ. Bisous. Bisous. Oh, c'est moi qui dis bisous cette fois. Oui. Et ben merci d'avoir écouté et regardé cet épisode sur la santé et prendre soin et tout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire des commentaires pour nous le dire. Si vous n'avez pas aimé non plus, d'ailleurs, vous pouvez, c'est pas grave. Et à mettre des likes, à vous abonner. Et surtout, si vous voulez soutenir Motus, le média, on est un média indépendant, on est une association, donc tous les liens sont dans la description pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode où on parlera de la corruption, si on arrive à sortir des discours intéressants des rushs, puisque il y a eu un petit incident de fou rire, vous verrez. Ciao.